Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Salut à tous. Le roman, on a l'impression de connaître ça par cœur, pas vrai? Et pourtant, cette forme d'art qui a traversé les siècles cache une histoire qui est juste pleine de rebondissements. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette épopée incroyable. Et en fait, tout tourne autour de cette question. Une question qui hante le roman depuis ses tout débuts. Est-ce que c'est une porte de sortie ou un miroir? Est-ce qu'on lit pour fuir le monde ou au contraire pour mieux le comprendre? C'est cette tension, ce tiraillement permanent qui va être le vrai moteur de toute son histoire. Bon, pour bien comprendre tout ça, il faut revenir au point de départ, à la base de la base. Et la question, elle est toute simple. Au fond, c'est quoi un roman? Alors, on va oublier les grandes théories compliquées. À l'origine, un roman, c'était tout bête, c'était juste une histoire écrite en langue romane, c'est-à-dire la langue de tous les jours, celle que tout le monde parlait, pas le latin des savants. Et les ingrédients, eh bien, ils sont restés les mêmes. Il faut une histoire, des personnages, un endroit et une époque. C'est tout, c'est la recette de base. Et c'est là qu'on assiste à la toute première et immense transformation du roman. On va passer en quelque sorte de l'exploration des champs de bataille à l'exploration du cœur humain. Imaginez, au Moyen-Âge, le roman, c'est de l'action pure. C'est le blockbuster de l'époque. On s'inspire des grandes épopées, des héros comme Achille ou Ulysse. Et on raconte quoi? Les aventures incroyables des chevaliers de la table ronde. On est vraiment dans un monde de fantaisie, avec des combats contre des monstres, des quêtes pour des trésors, des princesses. Bref, le grand spectacle. C'était vraiment l'évasion à l'état pur. Et si on regarde l'évolution, c'est fascinant. On part au XIIe siècle avec de l'aventure, des chevaliers, des quêtes, du grand spectacle. Mais petit à petit, le curseur bouge. Au XVIIe, avec le classicisme, on commence à chercher un peu plus de réalisme, on s'intéresse à la psychologie des personnages. Et puis au XVIIIe, on va encore plus loin. Pour que ça ait l'air encore plus vrai, le roman va carrément prendre la forme de lettres ou de mémoires. L'idée, c'est de donner l'impression qu'on est directement dans la tête des personnages, sans filtre. Et là, c'est le grand basculement. Avec un roman comme La Princesse de Clèves, par exemple, la question ce n'est plus de savoir qui va gagner le duel à l'épée. Non, le vrai combat, il se passe à l'intérieur du personnage. Les batailles les plus importantes, ce sont celles du cœur. C'est la naissance de ce qu'on appelle le roman d'analyse. Allez, on fait un bond en avant, on arrive au XIXe siècle. Et là, attention, c'est l'âge d'or du roman. Vraiment. Sa mission va complètement basculer. Il ne s'agit plus seulement de raconter des histoires, mais de devenir un reflet le plus fidèle possible de la société. Et cette phrase de Stendhal, elle résume tout. C'est le manifeste de toute une époque. Le roman, ce n'est plus une porte vers un monde imaginaire. Non, c'est un miroir qu'on promène le long du chemin. L'objectif, tout montrer. Absolument tout. Le beau, le laid, le riche, le pauvre. Et forcément, à l'époque, cette ambition de tout montrer, sans filtre, ça a pas mal choqué, on s'en doute. Alors dans cette quête du réel, on a deux grands courants. D'un côté, le réalisme avec Balzac, qu'on pourrait voir comme un peintre. Son projet fou avec la comédie humaine, c'est de peindre un tableau complet de toute la société de son temps. Et de l'autre, on a le naturalisme avec Zola. Et lui, il va encore plus loin. Il se voit comme un scientifique, presque un médecin légiste. Il veut disséquer ses personnages pour comprendre ce qui les fait agir, les mécanismes biologiques et sociaux. Et ce qui est dingue avec ce miroir, c'est qu'il reflète absolument tout le monde. C'est ça la grande nouveauté. Le roman ne s'intéresse plus seulement aux rois et aux chevaliers, non, il plonge dans toutes les classes sociales. Il nous montre le banquier, mais aussi le mineur, l'ouvrier, la petite commerçante. La vie ordinaire de gens ordinaires, tout à coup, ça devient digne d'être raconté. Et avec le naturalisme de Zola, on franchit une étape cruciale. L'idée, c'est que les personnages ne sont plus vraiment maîtres de leur destin. Ils sont le produit de deux choses. Leur hérédité, les tares de leur famille, comme on disait, et leur milieu social. Ils sont comme poussés par des forces, des instincts qu'ils ne contrôlent pas. Du coup, le héros classique, courageux et maître de lui, il disparaît. On a maintenant des individus complexes, souvent dépassés par ce qui leur arrive. Ok, donc le roman a atteint une sorte de perfection dans l'art de refléter le réel. Mais après un sommet, il y a souvent une chute. Ou en tout cas, une crise. Le XXe siècle débarque avec ses guerres, ses traumatismes. Et d'un coup, raconter une belle histoire, bien propre, avec un début, un milieu et une fin, ça ne paraît plus possible. Ça semble même presque malhonnête. Il faut bien se rendre compte que le monde a littéralement volé en éclats. Deux guerres mondiales, la découverte de l'inconscient par Freud, toutes les certitudes du XIXe siècle s'écroulent.
Alors la question se pose, comment le roman peut encore prétendre être un miroir fidèle quand la réalité elle-même semble n'avoir ni queue ni tête? Et la conséquence de tout ça, elle est radicale. Le pilier central du roman, le héros, le personnage auquel on s'identifie, il disparaît, il s'efface. C'est le début d'une révolution qu'on va appeler le nouveau roman. Le nouveau roman, pour se faire une idée, c'est comme si on prenait le miroir de Stendhal et qu'on le fracassait par terre. Il n'y a plus de héros clairs, plus d'histoires qui avancent tranquillement. Non, la chronologie est explosée. Les personnages, ce ne sont que des silhouettes, parfois juste une lettre, un A. Le but, ce n'est plus de raconter une aventure, mais de faire ressentir le chaos, la confusion d'un individu face à un monde qui n'a plus de sens. Et cette phrase de Jean Ricardou, elle est parfaite pour résumer ça. On passe de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. C'est génial, non? Ce qui est important, ce n'est plus ce qu'on raconte, mais comment on le raconte. La forme, le style, la construction du livre, tout ça devient le vrai sujet. Le roman se regarde écrire, en quelque sorte. Bon, pour résumer un peu tout ça, on en revient à notre question du début. Toute cette histoire, au fond, c'est celle d'un balancement permanent. Le roman est sans cesse tiraillé entre deux désirs, nous faire rêver et nous montrer la réalité. On a donc ces deux grandes pulsions. D'un côté, l'évasion. On a besoin de s'échapper, de partir dans d'autres mondes, de rêver, d'oublier nos soucis. C'est le roman porte. Et de l'autre, le reflet. On a aussi besoin de se comprendre, de voir le monde tel qu'il est, de se reconnaître dans des personnages qui nous ressemblent. C'est le roman miroir. Et finalement, toute cette histoire nous renvoie à une question très personnelle. Quand on ouvre un roman, qu'est-ce qu'on cherche au fond? Un miroir pour mieux voir le monde ou une porte pour s'en échapper un instant? La vraie magie, c'est peut-être que le roman a toujours su être les deux à la fois. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.